Est-ce qu'on peut lui donner, on peut donner votre nom, Michael? Hein? Oui. Oui, Michael de la chaîne Tesla Handicap. Voilà, donc la chaîne Tesla Handicap qui va nous parler effectivement de l'intérêt des progrès de la conduite autonome pour les personnes à mobilité réduite. Merci. Alors du coup, on a deux sujets. Alors, en fait, on va parler de conduite autonome. On va commencer par un premier sujet qui va concerner aussi les personnes en véhicule électrique. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, Michael de la chaîne Tesla Handicap. Alors, pourquoi j'ai créé une chaîne? J'ai créé une chaîne YouTube qui parle de Tesla et qui parle aussi de handicap, de mobilité réduite, donc mobilité électrique, mobilité réduite. J'ai créé cette chaîne parce que je n'avais pas forcément beaucoup de contenu sur l'accessibilité des véhicules Tesla, l'envie de passer à l'électrique, l'envie d'avoir un véhicule un peu geek où on peut bricoler plein de choses. Donc voilà, j'étais assez intéressé. Puis quand j'ai eu le véhicule, je me suis dit bah oui, ouvre une chaîne pour parler du coup du sujet. Parce que voilà, je ne trouvais pas forcément l'information. Après, il y avait des sujets communs. Il y avait un sujet qui nous rassemble, les personnes handicapées et les personnes qui ont des véhicules électriques, c'est les places qui nous sont réservées. C'est le premier sujet dont on va parler. Puis après, il y a un sujet qui intéresse en général tout le monde, la partie conduite autonome. Parce que je sais que ça vous fait rêver. Alors déjà, qui est abonné à ma chaîne? Alors, je vous laisse vous abonner. Merci. Allez-y. Non, on va commencer, mais vous le ferez après, hein. Vous le ferez après, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc le premier sujet, ça va parler des places réservées. Donc vous le savez, il y a des places réservées pour les personnes handicapées, il y a des places réservées pour la recharge des véhicules électriques. Vous voyez la petite illustration sympathique, assez récente. La photo de gauche, je l'ai prise avec ma maman, d'ailleurs, qui est là aujourd'hui. J'allais à un restaurant américain, McDo. Et puis, voilà, il n'y avait que 2 places handicapées, bon, les 2 étaient prises, il y avait un scooter qui était sûrement en situation de... C'est possible d'être en situation de handicap, un scooter. Bon, là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de plaque, pas de carte handicapée, il n'y avait que dalle. Donc, voilà. Puis il y avait à côté, il y avait une Golf aussi qui était encore chaude, sans le moindre... Je ne vais pas généraliser, hein, il y a du respect, j'arrive à peu près tout le temps à trouver une place. Mais finalement, voilà, le sujet, c'est un petit peu comment on fait avec ça. Voilà, quand on a ce genre de cas, que ce soit donc à droite, on a le cas de véhicule qui n'est pas du tout électrique hein, et qui est garé sur une place qui normalement est réservée à la recharge de véhicules électriques. Bon, ça peut être un peu ennuyeux. Donc déjà, à quoi ça sert les places réservées? C'est vrai pourquoi on octroie des places hein, finalement. Bon, peut-être juste parce qu'il faut être sympa. Non, il y a un intérêt dans les 2 cas. Dans le cas du handicap, c'est plus large, ça permet d'ouvrir sa porte, de peut-être sortir son fauteuil, ça permet d'être proche du lieu qu'on visite. Donc voilà, c'est un vrai intérêt. Pour les places de recharge, parfois c'est, je ne vais pas dire vital, mais bon, quand on est en voyage, en général, on a besoin de pouvoir se recharger facilement sur des points pour pouvoir retrouver de l'autonomie. Donc dans les 2 cas, il y a une vraie utilité, mais c'est vrai que lorsque ce n'est pas respecté, c'est parce que, je vais dire, allez, probablement les gens n'ont pas forcément l'idée, oui, mais à quoi ça sert? Bon, c'est bon, je me gare, j'en ai pour 5 minutes. Alors, la liste des excuses, hein, si vous voulez, j'avais fait une vidéo hein, sur le sujet où je rejouais un peu les situations classiques de personnes qui se garent et qui ne devraient pas se garer sur les places handicapées. Bon, voilà, j'avais fait ce petit jeu. Donc je me suis dit, oui, mais finalement, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que peut faire à peu près n'importe qui? Alors, faites-le. Alors, bon, on y vient. Voilà, j'attendais qu'il y ait une petite réaction. Alors, c'est facile. Après, il peut tout bouger. Pardon. Bon, la première option, vous la voyez sur l'image de gauche. Et là, en plus, c'est pratique, puisque la voiture, elle est sur une place handicapée, donc c'est quand même plus pratique. Vous allez leur demander de dégager, ou vous leur demandez d'appeler les forces de l'ordre, les CE, donc c'est pratique. Non, alors tout de suite, je précise, les véhicules de police, les véhicules, les pompiers, ils ont totalement le droit de se garer sur une place handicapée. Donc leur fracturer, leur péter pas le rétro, c'est pas gentil. Et puis, non, ils ont le droit. S'ils sont en intervention, oui, ils ont
tout à fait le droit de se mettre là. C'est dans la loi, il y a vraiment ça dans le code de la route. Donc c'est vrai qu'il y a souvent des photos qui circulent comme ça, et moi-même je l'ai mise, hein, bravo. C'était plus pour la blague, parce qu'effectivement, bon, voilà, effectivement, c'est un moyen, on peut appeler les forces de l'ordre. C'est évident que je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce que si j'ai pas la place, je ne vais pas attendre voilà, qu'ils puissent intervenir. Bon, ils contrôlent, hein, ça arrive évidemment, mais c'est compliqué. La deuxième solution, hein, effectivement, bon, ouais, faut voir, c'est rigolo, hein, on met des post-it partout. Bon, ouais, ça prend du temps, c'est des actions, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Bon, après, ça peut faire le buzz, donc c'est une méthode aussi. Bon, la troisième, c'est peut-être excessif, je ne sais pas, enfin, puis il faut avoir des allumettes, il faut avoir le matériel pour, donc bon, c'est un montage. À la base, c'était pas une place de recharge, j'ai mis le panneau recharge électrique, mais bon, c'était un exemple. Voilà. Ne le faites pas chez vous, en tout cas, ou alors soyez discret. Donc voilà, la violence, on va dire non, c'est pas terrible. Puis ça marche pas, puis c'est vrai que finalement, on a souvent tendance à être violent, ou agressif. On va aller voir la personne et dire oui, pourquoi tu te gares là, c'est pas sympa, c'est pas ci, c'est pas là. Mais elle est finalement agressée, elle se sent agressée. Quand on est agressé, qu'est-ce qu'on fait? On agresse aussi. Donc voilà, c'est difficile, hein, c'est très difficile. Alors, le pire, c'est quand c'est une personne en situation de handicap qui vient. La personne se dit oh là là, ça y est, c'est bon, voilà. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire finalement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ce soit un peu plus pédagogique, voilà, donc, sans aller jusqu'à cramer la bagnole, péter le rétro, voilà, on va éviter. Je me suis dit tiens, pourquoi pas créer finalement une sorte de sticker. Donc là, c'est pas le vrai, hein, vous pouvez le scanner encore que là ça va pas marcher. Ça sera un sticker qu'on pourrait aller coller sur, alors coller ou peut-être en format carte qu'on pourrait déposer sur le véhicule. Et ce sticker, il ramènerait QR code. Hein, maintenant, à peu près tout le monde a déjà vu des QR codes, on scanne, ça nous ramène quelque part. Là, ça nous ramènerait sur une vidéo pédagogique. Donc on aurait comme ça une vidéo qui expliquerait voilà à quoi ça sert avec des exemples, pour qu'il y ait une forme de sensibilisation. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas, mais moi quand je parle du sujet, je dis oh là là, t'es encore avant-hier, je n'ai pas pu me garer parce que il y avait des places trop loin, je ne pouvais pas forcément marcher jusque-là, donc les places handicapées étaient prises et c'est sûrement. Voilà, on dit la plupart du temps ça va être ah ouais non moi je le ferai jamais parce que j'ai une cousine qui est en fauteuil, voilà. Et c'est vrai qu'on est forcément plus sensibilisé quand on vit, quand on est avec des gens qui on comprend. Voilà, il y a ce côté je comprends mieux, parce qu'à la rigueur, je vois bien, éventuellement j'ai vu, je suis monté avec, j'ai vu à quel point ça pouvait être compliqué. Donc on a plus de facilité. Donc l'idée du sticker, c'est que on se retient de péter le rétro, on va coller un sticker, et puis comme ça, la personne, elle revient, elle voit ça, alors soit elle dit qu'est-ce que c'est cette connerie, c'est une option, soit elle dit oh là, je ne sais pas, je regarderai plus tard, et puis elle va peut-être regarder une vidéo qui va lui dire voilà, en fait, ça serait bien qu'on t'explique pourquoi, dans quel cas, et peut-être la fois d'après, elle n'aura pas été agressée, donc peut-être qu'elle évitera de le faire. Alors, je sais que vous allez le dire, allez-y, il y en a, ça ne changera rien. Voilà, il y a des gens, ils continueront. Voilà. Et ça pourrait être donc un sticker avec soit une vidéo pour les personnes handicapées, soit une vidéo pour la recharge électrique. Pareil, d'expliquer, de dire quand on a une voiture électrique, on fait un gros effort pour l'écologie. Après, il faut trouver un discours, bien sûr, mais voilà. Ce serait une idée pour un peu lutter et essayer d'améliorer le fait qu'il y ait un peu plus de respect par rapport à ça. Je regarde là, le maître de cérémonie qui vient. Alors, on va parler, donc, le deuxième sujet, ça va être la conduite autonome. Alors déjà, c'est vrai que la première question qui vient, c'est ça sert à quoi de conduire, déjà? Alors, je vous écoute. C'est qu'est-ce que ces questions qu'il pose? Il n'a pas bien mangé? Non, en fait, c'est vrai que à quoi ça sert de conduire? Finalement, c'est rarement un objectif de conduire. Quand on conduit un véhicule, c'est pour aller d'un point A à un point B, l'objectif c'est d'aller au point B. C'est pas de conduire. Je me lève pas le matin, je me dis aujourd'hui je vais conduire. C'est sympa, des fois on peut aimer, il n'y a pas de souci, moi j'aime bien conduire d'ailleurs, il y a des sports auto, donc c'est bien que c'est une discipline, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci, on peut aimer. Mais c'est vrai que la conduite à la base, c'est presque une contrainte. C'est-à-dire qu'au final, conduire, vous voyez, il faut bien conduire si on veut aller d'un point A à un point B,
voyez, ou alors évidemment si on va à un transport en commun, même s'il y a quelqu'un qui conduit a priori. Donc il y a cette première question pour dire, ouais, peut-être que si la conduite elle se faisait toute seule, peut-être que, on va en parler, peut-être que ça serait déjà quelque chose de moins à faire. Et puis déjà, est-ce qu'on utilise des assistances? Est-ce que tous ici, si je vous demande de citer, quelles assistances vous utilisez aujourd'hui? Vous utilisez déjà des assistances à la conduite, sûrement. Si vous pouvez me... Alors, je sais que c'était pas prévu que vous interveniez, hein, la digestion est en cours, donc c'est compliqué, mais quelles assistances vous utilisez aujourd'hui? Déjà, d'ores et déjà. C'est pas de la conduite autonome. Le régulateur de vitesse, le lane assist. Oui. Direction assistée, freinage assisté. Voilà, la direction assistée, c'est finalement une sorte d'assistance, le freinage assisté, tout à fait. L'anti-collision, donc le régulateur de vitesse, on l'a dit, l'alerte de dépassement de ligne. Il y en a une aussi qu'on oublie, parce que c'est la preuve justement que peut-être qu'à une époque on trouvait ça bizarre. Là, on utilise quasiment tous un GPS aujourd'hui. Qui, alors, je ne vais pas vous donner les doigts, mais qui utilise une carte avec finalement, alors je veux aller là, déjà je suis où? La rue, ben, c'est pas écrit, je suis déjà arrivé de l'autre côté, non, c'est pas écrit non plus. Bon, ben, je me gare, je descends de la voiture. J'ai connu l'avant GPS, je ne suis pas si jeune que ça, je parais très jeune, je sais. Donc, du coup, voilà, c'est une assistance qui est finalement rentrée dans les mœurs, et pourtant, c'est quand même une sacrée assistance. Donc, pourquoi on n'a pas de conduite autonome, finalement pourquoi ça n'existe pas déjà? Parce qu'a priori, on pourrait dire, allons-y, hein. On peut être réticent, mais bon. Mais parce que finalement, la technologie, elle n'était pas vraiment prête à faire ça. Il y avait des technologies, mais pas capables d'aller jusqu'à l'autonomie. Mais aujourd'hui, clairement, je ne sais pas si déjà vous avez vu des vidéos pas que de Tesla, hein, mais pas que Tesla, même si Tesla, pas mal de gens qui montrent comment ça fonctionne, il y a déjà une grosse partie d'autonomie qui fait que très rapidement, on va vraiment pouvoir s'appuyer sur un véhicule qui conduit tout seul. Donc il y a les freins technologiques, on est en train de les dépasser. Après, il y a un autre frein, il va y avoir un frein important, c'est nous. La responsabilité, non? Voilà, la responsabilité, alors il y a nous, effectivement, on va en parler, la responsabilité, il y a nous de dire, mais moi j'ai pas envie, j'ai peur, qu'est-ce que c'est ce truc, ça marche comment, ça va bugger, on a peut-être tous un téléphone, un ordinateur qui a bugué une fois, on se dit, ça fait quoi quand ça bug sur l'autoroute? Bon, voilà. Mais bon, après, la technologie fait que de toute façon, progressivement, il y aura la possibilité de le faire et c'est en train d'arriver. Et finalement, les enjeux, alors il y aura d'autres conférences qui vont aussi en parler, les enjeux sont quand même assez importants au niveau de la société, puisque ça va être, je prends juste un exemple, il n'y a pas longtemps, je discutais, on me disait, aujourd'hui à Bordeaux, c'est très compliqué d'avoir une ambulance pour pouvoir aller faire un examen, parce que les ambulances sont utilisées pour les urgences. Et finalement, c'est quasiment impossible d'avoir. C'est dommage parce que, et si notre ambulance qui nous amène à un examen est autonome, on gagne une personne, parce que dans une ambulance, il y a deux personnes. Il y a un infirmier, il y a quelqu'un qui conduit. Bon, du coup, voilà, conduite autonome. On n'aura plus besoin que d'une personne, on mettra à la destination. Aux États-Unis, il y a déjà des taxis qui sont entièrement autonomes, sur des lignes identifiées, mais on a déjà des robots taxis. Donc, pareil, de dire, j'ai besoin d'aller à un endroit, j'appelle un Uber, on appelle tous un Uber aujourd'hui. Ce sera un Uber qui n'aura pas de conducteur. Hein. Alors, c'est sûr qu'il sera peut-être moins sympa à la discussion, encore que, on ne sait jamais, ça viendra peut-être. Mais bon. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, et puis il y a un enjeu qui est quand même aussi très important, qui va être pour les personnes, là je vais élargir, les personnes qui ont un handicap, que ce soit un handicap temporaire. Ça peut arriver, j'ai déjà vu des gens qui ils se pètent la cheville, dire c'est dommage, j'ai pas de boîte auto, je peux pas embrayer. Voilà, tiens, c'est une assistance comme une autre. Puis bon, avec une conduite autonome, la question se pose même pas. La voiture va nous amener, point barre. Et puis de toute façon, il y aura peut-être même à un moment donné, il n'y aura plus de possession de véhicule. Parce qu'en réalité, on n'aura pas forcément besoin d'avoir un véhicule. On pourra éventuellement dire, je veux aller là demain, le véhicule il sera déjà là, il nous attendra, il sera chaud, il nous amènera à notre point, il pourra faire autre chose après au lieu d'être garé bêtement et servir à rien. Et surtout, il n'y aura peut-être pas besoin de se garer parce que finalement, il ira faire une autre course.
Donc c'est des façons de penser qui font que voilà, c'est un enjeu plus large que le handicap, mais c'est vrai que pour les personnes en situation de handicap, là, ça peut être quand même quelque chose d'assez important. Je joue avec un pianiste qui est aveugle de naissance et je le fais juste rêver. Voilà. Quand il est dans la Tesla, il sait que c'est un véhicule qui va être capable de conduire. Peut-être qu'un jour, il aura un véhicule. En tout cas, il pourra à peu près n'importe quel moment dire je veux aller là, j'y vais. Alors, il peut se déplacer, c'est quelqu'un qui est capable de partir de Bordeaux, de prendre le tramway, d'aller à la gare, d'aller à Paris. Voilà. Des fois, il nous appelle, il dit je suis à Paris, je veux voir un concert. Voilà. Il s'est débrouillé, mais bon, il y a quand même des situations où la conduite autonome va faire que. Mais voilà, il y a beaucoup de craintes. La responsabilité, effectivement, c'est en train de changer. Les lois européennes ont bougé, la France aussi a bougé l'an dernier. On commence à voir les notions de responsabilité. S'il y a un accident, qui sera responsable? Ça pourrait être le constructeur. Voilà, si effectivement on est sur une zone où la voiture est censée conduire toute seule, ça pourrait être le constructeur qui sera mis en cause. Voilà. Je lis vite fait les autres, si j'ai rien oublié, si je regarde aussi au niveau timing, je suis bon. J'ai pas dépassé, donc ça va. Du coup, si vous voulez échanger, peut-être effectivement parler peut-être de conduite autonome, de dire qu'est-ce qui serait pour vous le frein principal, pourquoi vous refuseriez. Par exemple, c'est moi qui conduis, c'est pas moi qui conduis. C'est comme vous voulez, après, voilà, c'est plus s'il y avait un temps d'échange. Alors, je ne sais pas si oui, tu as le micro éventuellement. Parce qu'il n'y a pas d'autres visuels après, il n'y a pas d'autres parties, donc on va passer à une partie questions-réponses. Oui, c'est pour ça, il y a du temps. Moi, si je peux en commencer par une petite remarque à la question « Utilisez-vous déjà des assistances ?» Les réponses ont été toujours liées à l'automobile. Mais finalement, si on réfléchit encore plus, un ascenseur, ça nous assiste à monter finalement d'un étage à l'autre. Hein? Est-ce qu'on est incapable de prendre l'escalier pour entraîner nos jambes à ne pas trop vieillir? Voilà. Donc j'ai cru que la question était beaucoup plus large. Mais j'ouvre peut-être une boîte de Pandore. Oui, c'est une forme d'assistance. Donc voilà. Là, ils ont été limités à la partie automobile. C'était plus pour indiquer qu'au fond, on utilise quand même déjà pas mal d'assistance. Oui. Et que petit à petit, il y a des assistances qui rentrent dans les mœurs, on s'en aperçoit même pas. Le GPS, c'est une assistance. Donc au final, un jour, j'en suis persuadé, on ne saura plus forcément trop ce que c'est que de conduire. Voilà. Ce sera une assistance comme une autre. Voilà. Je ne sais pas, vous avez déjà regardé? Oui. Et des voitures téléguidées, ça n'existe pas. Enfin, on pourrait imaginer quelqu'un qui veut se déplacer, il a la voiture, mais quelqu'un à distance va prendre la responsabilité de la conduite sans pour autant être dans la conduite comme on pilote un drone, quoi. Alors c'est prévu, en fait, ce qui est prévu notamment sur les véhicules autonomes, c'est qu'à un moment donné, si le véhicule il n'est pas capable tout seul, il va peut-être dire, là, je ne sais pas trop quoi faire. S'il est prévu sur certains systèmes, on pourra tout à fait avoir un opérateur à distance qui prendra le contrôle du véhicule. Il aura par exemple un casque de réalité virtuelle, et puis lui il dira, ok, je vais sortir de la situation parce que le logiciel aujourd'hui, il ne sait pas encore, pourquoi pas. Et il prendra le contrôle de la voiture à distance, et puis lorsqu'il saura que la voiture est capable, éventuellement elle pourra lui dire, ok, c'est bon, merci, enfin dire peut-être pas merci, je reprends la main, on y va. Donc effectivement, le côté téléguidage, ça sera quelque chose de prévu très probablement au début, parce qu'il y aura des situations peut-être compliquées. C'est déjà le cas, les Tesla qui sont en autonome aux États-Unis, donc en test, mais qui sont en fonctionnement autonome. Il peut y avoir des moments où le véhicule va afficher là je ne sais pas faire, j'ai pas appris. Parce qu'en réalité, il y a vraiment une notion d'apprentissage. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos de ces voitures qui conduisent toutes seules, on a parfois l'impression que c'est un conducteur qui a le A, parce qu'elle est en train d'apprendre, donc il y a des fois elle réagit, mais voilà, c'est un peu bourrin. C'est ça, c'est qu'elle est en train d'apprendre, elle apprend, elle va s'assouplir aussi. Donc oui, le téléguidage, effectivement, ça peut être aussi une solution, du coup, d'avoir un parc de, je ne sais pas, 100 voitures, puis il y aura peut-être 5-6 opérateurs qui sont là au cas où, pour pouvoir prendre la main, tout à fait. Il y a une partie autonome et une partie manuelle lorsque nécessaire. Très très bonne question. Quand j'étais enfant, j'avais été absolument abasourdi devant K2000. Oui, tout à fait. Et c'était la voiture qu'on appelait, puis elle venait à vous. Alors ça, c'est vrai. Eh bien, on commence à faire ça avec Tesla aujourd'hui. Tout à fait. Alors, malheureusement, en France, on est un peu limité, mais vous
pouvez voir des vidéos au Canada, la personne elle est devant le centre commercial, elle dit bah, viens me chercher. La voiture elle sort de sa place, elle va jusqu'à un stop, c'est un stop, elle prend un stop, elle se met devant et elle vient chercher la personne. En France, malheureusement, on a des limites, peut-être européennes d'ailleurs, mais qui fait qu'en gros, on a plus l'impression qu'on trimballe son chien. Pourquoi? Parce qu'il faut être à côté. Donc ça fonctionne. Alors c'est déjà une fonction c'est terrible comme assistance parce que ça peut sauver la mise. Hein. Ça m'est arrivé d'être garé avec un véhicule. Moi, je me suis garé, j'avais de la place. Et puis, quand je reviens, il y a un véhicule un peu collé. Je ne peux pas rentrer dans la voiture. Alors, je peux essayer par le coffre et tout. C'est un peu compliqué. Bah, du coup, je fais avancer la voiture. Je la fais sortir de la place. Et comme ça, je peux rentrer dedans. Donc, c'est vrai que ce côté-là, ça existe déjà, en tout cas. Et c'est juste des limitations de réglementation qui font qu'en France, on ne le voit pas trop. Mais c'est une forme de conduite autonome assez impressionnante. Il y a le cas du box, parce que les box pour garer nos voitures ont souvent été construits à une époque où les voitures étaient beaucoup plus petites, beaucoup plus étroites, et maintenant nos véhicules ne rentrent plus dedans. Donc qu'est-ce que font les gens? Ils rentrent la voiture en téléguidant la voiture, les portes déjà fermées. Ouais. Et ils ressortent du box, toujours en téléguidant la voiture, et rentrent dans la voiture une fois que la voiture est dehors. Alors ça arrive chez Tesla. Tesla fait dans un sens pour l'instant, c'est-à-dire que la voiture peut sortir. Donc on ne rentre pas dedans, on prend le smartphone, on appuie, sort de la place, donc soit juste avancer, soit vient me chercher. Et normalement cette année, on va voir la fonction arriver qui est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va être sur le parking, elle va dire bah là je peux me garer là. Ok, on sort, on ferme la porte, on prend le smartphone, on lui dit bah tu te gares, et nous on s'en va. Et la voiture elle va se garer du coup à la place qu'elle avait identifiée, il n'y a pas besoin de faire la manœuvre, et surtout, voilà, du coup, ça rend autonome sur cette partie-là. C'est pas de la fiction, et c'est vrai qu'il se trouve que Académie, j'adore, et je m'appelle Michael. Malheureusement, elle ne m'appelle pas encore Michael. Oui. Après, il y a des trucs, c'était peut-être adapté aux camions, mais l'idée, c'est de constituer un train de véhicules, et il n'y a finalement que le premier véhicule où il y a un conducteur, enfin il peut y avoir des conducteurs dans les autres, dans les suivants, mais ils se reposent, ils lisent le journal, ils tapent dans le pillon. En voiture, ça pourrait se concevoir, et à l'heure où la voiture est de plus en plus intelligente, c'est des choses qui deviennent peut-être réalistes. Je ne sais pas où on en est, s'il y a des choses dans ce registre-là. Mais... Oui, il y avait, c'est vrai qu'au début, quand on parlait de conduite autonome, la plupart du temps, comme on n'avait pas de technologie d'intelligence artificielle, ils se sont dit, bah, c'est facile, on va faire ce qu'on sait faire. Les voitures vont se parler entre elles, vont parler avec la route éventuellement, et c'était quelque chose d'assez complexe. Le problème, c'est que très vite, on s'est dit, oui, mais il va falloir qu'elle arrive à fonctionner avec les voitures pilotées par les êtres humains, ça va être très difficile. Donc ça ne s'est pas trop développé, et puis quand on est arrivé à dire, au fait, maintenant, avec tout ce qu'on sait faire en technologie, on sait reconnaître ce que c'est qu'un piéton, un vélo, une voiture, un trottoir. Bah, finalement, on a les outils pour faire que la voiture est capable de comprendre son environnement. C'est pour ça que, souvent, quand on monte dans une Tesla, ça surprend, on voit un affichage 3D, on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont blaireaux, qu'est-ce qu'ils ont été nous faire sauter, on s'en fout, je vois bien qu'il y a une voiture ou qu'il y a un vélo. Donc, effectivement, sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle est capable de comprendre où elle est. Elle sait exactement où est le bas-côté, elle sait exactement qu'il y a une voiture. Donc, le côté train, c'était effectivement, au début, il y avait cette notion. Pourquoi pas avoir une notion de je suis, donc la voiture n'a plus qu'à suivre la voiture qui est devant. Ça peut arriver même sur, d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on enclenche sur la Tesla le maintien de cap. En gros, elle attend d'avoir une ligne sur le côté et un bas-côté, pas forcément une ligne, mais voilà, il faut au moins qu'il y ait une ligne au milieu. Il n'y a pas longtemps, je me dis, tiens, j'arrive sur une zone, là, il n'y a plus de ligne au milieu, elle va partir en cacahuète, elle va juste me dire, écoute, je ne sais pas quoi faire. Et j'étais étonné parce qu'en fait, elle continuait. Et elle a continué, elle s'est pas mise au milieu. En fait, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une fonctionnalité de suivi. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'il y avait une voiture devant, donc elle dit, ok, je vais suivre cette voiture parce que je sais qu'elle est dans sa voie. Tant que j'ai pas de trait au milieu, de toute façon, je me cale sur elle et sur le bas-côté à droite. Donc le côté suiveur, oui, ça peut se mettre en œuvre. D'autres questions? Oui. Une question, est-ce que, je reviens un peu sur les places pour le handicap, est-ce qu'il y a besoin de place pour personnes en situation de handicap et de recharge? C'est-à-dire une place qui fait les deux. Je sais qu'il en existe quelques-unes en France, mais c'est assez rare. Est-ce qu'il y en a besoin de plus d'après toi? Alors c'est une super question parce que notamment tout à l'heure,
C'est la première fois que j'en vois une. J'ai été sur un Total. Je ne fais pas de la pub pour Total, ne jetez rien. Voilà. J'ai été à recharger à Total avant d'aller sur le circuit, et puis on se met, il y a 4 places de recharge. Ma maman me fait remarquer, il dit non, regarde, il y a une place de recharge et un logo handicapé. Ah bah oui, et finalement, c'est une question que je me suis aussi posée quand j'ai voulu passer à l'électrique. J'ai dit, est-ce que je vais pouvoir sortir de mon véhicule? Je vais avoir la place, du coup, aller, pour pouvoir après aller brancher. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas pris tout de suite l'initiative de dire on va faire simple, on va faire des places larges, comme ça on les fait format handicapé, c'est réglé, on ne se pose pas la question. Alors elles sont souvent un tout petit peu plus larges, hein. Les places pour les recharges souvent sont plus larges parce qu'il y a quand même à mettre le câble de recharge qu'ils ont prévu un peu plus. Mais c'est vrai que malheureusement ils auraient peut-être dû direct dire bon, on n'a qu'à les mettre. Voilà. Donc c'est une très bonne question et malheureusement la réponse est il y en a, effectivement il y a quelques-unes, mais il n'y en a pas chez les superchargeurs Tesla, il n'y a pas de place plus adaptée. Donc soit on va se mettre la plus éloignée, comme ça on n'a peut-être personne qui va se mettre à gauche. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut arriver dans certains cas de se dire c'est dommage, j'ai besoin des deux. Après ça fait deux minorités, hein. Minorité handicap, minorité, ça fait beaucoup. Mais oui, c'est vrai que c'est agréable et du coup, je n'ai pas fait la photo, mais je ferai tout à l'heure. J'en ai trouvé une ici, il faut venir en Bourgogne pour avoir ce cas-là. Dans la question de monsieur, moi j'ai senti plutôt que la question était faut-il en faire? En faire plus. En faire plus. Est-ce qu'il y a un besoin, qu'elles soient un peu plus larges, c'est vrai? Est-ce qu'il y a un besoin qui soit encore plus large? Je sais pas. Alors statistiquement, je ne pourrais pas dire combien de personnes en situation de handicap pourraient avoir ce besoin-là. Ça peut être un passager, même pour un passager. Pour un passager, oui, ça peut faire qu'il peut être pas coincé, mais désolé, hein, c'est pas assez large, donc tu sors pas. C'est un peu ennuyeux aussi. Donc après, soit il faut faire descendre juste avant, se garer après. Alors ça va bien sûr des superchargeurs, enfin, des zones où il n'y a que des chargements, mais si c'est en pleine ville, là, ouais, moi, les bornes publiques, clairement, s'il y a des parts adaptées, je ne vais peut-être pas pouvoir installer. Oui, non. Alors, est-ce qu'il y en a besoin de plus? Si je pourrais dire, je ne pourrais pas dire finalement, par rapport aux chiffres. Moi, ça me va, hein, si demain c'est le cas, je sais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Enfin, c'est juste une remarque, c'est que j'ai entendu plusieurs fois parler des 3D et je viens de prendre conscience qu'en fait, un automobiliste standard, on est des automobilistes 2D ou 2D et demi, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire attention à un trottoir, mais globalement, on est habitué à se déplacer sur un milliard, sur une route, et que quelqu'un qui est en situation de handicap, il est beaucoup plus attentif à cette notion de 3D, et un petit peu comme l'imbécile qui regarde le doigt quand le sage lui montre la lune. Moi, tu me disais 3D, et je regardais l'écran de ta Tesla, et puis je voyais une image qui était plate pour moi, mais en effet, dessus, elle représentait la route en 3 dimensions avec ses perspectives, etc. Et pour moi, ça semblait normal, mais en fait, tu viens de me révéler que cette représentation, c'était simplement une projection pour nos yeux du fait que la voiture, elle percevait un environnement en 3 dimensions avec ses reliefs, ses contraintes dans lesquelles elle allait se déplacer. Et nous, on n'y fait plus attention en tant qu'automobiliste. En règle générale, il faut avoir un handicap pour être très attentif au fait que la moindre marche, le moindre obstacle est quelque chose de très important. Oui, après, là, c'est que la Tesla voit en 3D. Là, par exemple, ils sont en train de... Il y a encore des ratés aux États-Unis sur les dodanes. Donc il y en a qui testent la conduite autonome et qui se prennent les dodanes à 50, donc c'est sympa. Ça fait du bien. Mais voilà, c'est pas si simple que ça, parce que sur l'identification... Après, est-ce qu'on intégrera le fait que la voiture se garera, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle s'interdit de se garer sur une personne handicapée, si on lui demande. Mais il faut pouvoir aussi, pourquoi pas l'intégrer, dire il faut qu'on dépose sur une place réservée. Bien, je crois qu'on peut applaudir et surtout remercier Michael Latos de Tesla Handicap. Donc, une chaîne YouTube, si cela vous intéresse d'aller encore plus loin sur ces thématiques. Moi, je suis très sensible en tout cas, parce que je ne suis pas simplement consultant en mobilité durable, je suis aussi consultant en diversité et inclusion. Et je trouve que c'est très important d'avoir eu cette conférence parmi les 9 que nous allons avoir cet après-midi. Nous allons...